Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter la principale actualité depuis hier, donc la mort de Jacques Chirac à 86 ans. Un hommage, une cérémonie populaire aura lieu dimanche après-midi aux Invalides. Le cercueil de l'ex-président y serait exposé et puis sera inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence lundi après une cérémonie à l'église Saint-Sulpice. Et puis on parlera évidemment de ce qui s'est passé à Rouen. Nicolas Corato est là. Bonjour Nicolas, président fondateur du think tank Place de la République. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Patrick Mignon, ancien commandant de bord. Et Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International. Donc merci à vous d'être là. Je vais vous demander à tous ce que vous retenez chacun de Jacques Chirac. Vous l'avez connu, Patricia. Très bien. Qu'est-ce que vous retiendrez de lui ? Écoutez, moi je l'ai connu toute jeune, puisque je l'ai connu quand j'avais 18 ans et que il a créé le en RPR. Tout bien, tout honneur. Non, je dis ça parce qu'on a évoqué son côté tactile avec Pascal Rostin tout à l'heure. Donc voilà. Il aimait les femmes, il faut reconnaître. Voilà. Donc moi, vous l'avez connu. Oui, moi je l'ai connu à ce moment-là. Quand on était une bande de jeunes, on l'a rejoint. On a vu un acteur de cinéma arriver sur la scène, faire son grand discours avec ses pantalons à pince, son gilet et son costume 3 pièces. C'était Cary Grant. Et je garde en tout cas de lui une chose, parce qu'après moi je l'ai revu pendant des années, on a passé 10 étés de vacances ensemble quand même, et je retiens une chose: il aimait les autres, il était sympathique et il n'était pas dans la posture, et il était naturel, voilà. C'était sincère et naturel. Évidemment, on va parler de son bilan politique, de ce qu'il a apporté, de ce qu'on va retenir de lui, en bien et en moins bien, parce qu'il y a eu des condamnations. Philippe Labro l'a évoqué tout à l'heure, premier président de la République à être condamné. Donc il y a eu des affaires. Il y a une époque où il était détesté, ça aussi on l'a évoqué. Ce qu'on retiendra de lui, Nicolas Corato. Moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître personnellement, mais je retiens quand même que c'est le dernier grand gaulliste. Il y a aussi ça, c'est aujourd'hui, n'en déplaise à Nicolas Dupont-Aignan, mais après Chirac, la Ve République prend une autre tournure. C'est le président qui va inaugurer le quinquennat et on voit bien que derrière, y compris la fonction présidentielle a changé. C'est le dernier grand gaulliste parce que c'est le dernier, à mon sens, à faire entendre une voix différente de la France à l'international. C'est la dernière politique non alignée de la France. On l'a vu notamment sur ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est un point important à noter, qu'on note assez peu, je trouve, dans les hommages qui lui sont rendus. Bien entendu, c'est le non à la guerre en Irak qui a énormément marqué. Mais moi, je retiens aussi un point qui passe pas dans les nécros, c'est cette grande loi sur le handicap qu'il a fait passer le 11 février 2005, qui pour moi est une loi aussi importante que la loi sur la liberté de la presse ou sur le syndicalisme, et qui donne aux enfants et à leurs parents le droit d'inscrire leurs enfants dans l'école du quartier. C'est un droit à l'école pour les personnes handicapées, les enfants handicapés, qui est majeur, et je crois que toutes les personnes handicapées et leurs parents aujourd'hui doivent avoir une pensée émue pour ce président qui a fait passer cette réforme dans la discrétion, mais avec une volonté de faire, et qui a mis tous les moyens de l'État. Et c'est, à mon sens, la dernière fois qu'on a eu une politique aussi volontariste pour le handicap en France, et c'est à souligner. Oui, c'est à souligner, mais le cancer également, le plan cancer, c'est lui, la sécurité routière également. Et puis l'armée aussi, l'armée de métier, c'est lui aussi. Et la fin du service militaire, Patrick Mignon, vous l'avez connu à bord ? J'ai eu la chance, c'est le premier président, après Pompidou et De Gaulle, à avoir arrêté ce qu'on appelle les voyages présidentiels à bord des avions d'Air France, où on mettait à disposition un Concorde, un 747, des avions supplémentaires. Il a initié le transport par les avions du COTAM, et ça a un peu modernisé aussi cette partie-là. Mais j'ai eu la chance de le transporter une fois à bord, et je dois reconnaître que, au-delà de l'hommage que je rends à l'homme et au président, à l'homme politique qu'il a été, il avait une communication fantastique, et il avait un charisme et une présence impressionnante. Très chaleureux, très, très agréable. Je suis pas tout à fait d'accord avec deux choses que vous venez de dire, mais on reviendra peut-être dessus. C'est pas quelqu'un dont je sens la sincérité réellement, je reviendrai. Je pense que c'est quelqu'un qui était très sur la com. C'est le premier président qui, à mon avis, a
lancer la com. Alors c'était peut-être lié à la technique et à la technologie qui devenait. Je ne crois pas qu'il était vraiment très sincère dans certains cas, et j'ai un exemple très précis auquel je ferai référence tout à l'heure. Ceci dit, c'est normal, il se servait des moyens nouveaux qui étaient mis à sa disposition avec les médias qui prenaient de l'ampleur. Pareil pour l'armée de métier. Là, vous aurez Patricia Balme vous répondra à une réplique, mais c'est bien. Pareil pour l'armée de métier. Il a effectivement transformé l'armée, et ça c'était un plus, en y mettant les moyens en armée de métier, mais il a surtout supprimé le service national, et ça c'était pas forcément une bonne idée, on le constate aujourd'hui. On le constate. Donc la transformation positive de l'armée de métier, c'est bien. L'abandon du service national, dans ce qu'on voit aujourd'hui et dans la nécessité de recréer des choses plus ou moins bancales, à mon avis, n'était pas une très bonne chose. Ouais. Michel Taube. Moi, c'est son engagement contre la peine de mort dans le monde, qui est un engagement très sincère. Et d'ailleurs, effectivement, on a une période d'unanimisme vis-à-vis de lui, mais je me souviens de certains grands abolitionnistes de gauche, pour ne pas nommer Robert Badinter, qui se moquaient un peu de lui et de ses convictions très fermes, alors qu'effectivement, par exemple, sur la peine de mort, mais sur le handicap, sur certaines questions de santé, c'était un grand humaniste. Et en 1980, il a voté l'abolition de la peine de mort. C'est lui qui a inscrit l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Et certains m'avaient dit, il le fera jamais, et il l'a fait tout de suite quand ça lui a été suggéré. Et voilà, c'était aussi un homme de conviction. Il se contentait pas d'aimer les hommes, il avait aussi des convictions chevillées au corps, et plutôt des convictions d'ailleurs de gauche, ce qui était son histoire personnelle, qu'il a eu du mal à mettre en œuvre évidemment aux affaires, mais par exemple sur la peine de mort, c'était un grand abolitionniste. Oui, alors voilà, communicant ou sincère. Est-ce que ça a été un des premiers présidents à utiliser la communication? Pour rebondir sur ce que vous avez dit, oui, c'est vrai qu'il a utilisé la communication. D'abord parce que Claude Chirac, sa fille, avait fait ses classes avec notre père à tous de la communication, qui est Jacques Pilan, et elle avait appris les techniques de la communication. Donc il la suivait. Mais ce que je voulais dire, quand j'ai dit il ne prenait pas de posture, c'est-à-dire l'homme qu'on voyait à la télévision ou dans les débats, où moi je me souviens de certaines réponses à des journalistes où il avait un humour, un détachement, c'était le même dans la vie. Donc il était naturel, il ne prenait pas de posture. Alors, qu'il ait utilisé la com, oui. Alors, moi, vous l'avez connu dans la vraie vie comme moi? Je l'ai connu, non, très peu. Je l'ai connu professionnellement, et puis j'étais plutôt un des pilotes qui le transportait. Donc on passe pas son temps quand même à côté des personnes. C'est totalement différent. J'étais pas ami ou intime de Jacques Chirac. Mais moi, je me souviens d'un épisode dont je voulais parler. C'est celui qui suit, je crois, l'attentat de la rue Copernic. Je vois le soir même de cet attentat sur une chaîne de télé, la 1 ou la 2, je ne sais pas, la déclaration de Jacques Chirac, qui je crois était maire de Paris, ou je sais plus. Bref, très sérieux, très impliqué, très manifestement touché par ce qui s'est passé, et à juste titre. Et puis, peut-être 2, 3 mois, 4 mois après, je vais au cinéma avec mon épouse, et on voit un court-métrage de Raymond Depardon, reporter, qui publie ce que les journalistes de l'agence Gamma avaient filmé. Et on revoit exactement la même scène, c'est-à-dire ce qu'on a vu sur les écrans de télé. Mais le reportage et la caméra de Depardon continuent de filmer, elle recule. Et ensuite, c'est, on va dire, du off. C'est-à-dire que c'est plus ce qui est passé sur les journaux télévisés. Et à ce moment-là, on voit Jacques Chirac, mais égal à lui-même. C'est-à-dire que, bien sûr, il va pas être effondré toute la soirée. Mais il tape sur l'épaule de son voisin et il dit « J'ai été bien, bon, allez, on va bouffer ». Et ça, malheureusement, c'est très destructeur, parce que moi, j'ai mis en parallèle les deux, et quand vous me dites il est sincère, il est pas dans la com, là, j'ai vu quelqu'un. Mais évidemment, je ne jette pas la pierre, mais je dis, il y a quand même ce genre de problème. Je partage pas votre avis sur la communication. Je rappelle que pendant des années, on a dit que Chirac passait très mal à la télé, qu'à chaque fois qu'il était sur un plateau, il perdait des points dans les sondages, qu'il ne savait pas communiquer. D'ailleurs, ses conseillers lui reprochaient énormément. Alors, ça change avec la campagne de 95, qui est un cas d'école en soi, qui est peut-être la plus belle campagne qui ait jamais été menée dans l'histoire de la Ve République, où cet homme part de rien, il arrive à tout, alors que tous les médias et tout le système, entre guillemets, comme on a coutume de dire aujourd'hui, était contre lui, y compris ses plus proches amis comme Charles Pasqua. Mais au départ, Jacques Chirac, c'est un très mauvais cheval en termes de communication. Enfin, il a très mauvaise réputation. On n'arrête pas de lui dire qu'il est mauvais. Donc,
Votre impression, peut-être qu'elle date d'après ou d'un retour en grâce. Mais toute sa carrière politique, il perd par exemple contre Mitterrand, essentiellement sur le terrain de l'image. Enfin, on voit bien le fameux débat. C'est l'animal politique qui l'a sauvé. Bien sûr. Vraiment, et c'est son endurance, je pense. Son endurance, sa persévérance, son hyper détermination, le tueur qu'il était aussi. C'était. Parce que Philippe Labro disait que le mot qu'il qualifiait le mieux, c'était combattant. C'était un combattant. C'était quelqu'un qui se battait. Et effectivement, c'était pas un très grand communicant. Je pense que c'est plus avec l'âge que ça. C'est plus avec l'âge que sa communication s'est adoucie et que quelque part, je trouve, il est mieux passé dans ce petit carré télévisuel. Est-ce que c'était Patricia Balme le premier effectivement à se servir de la com comme ça, de cette manière-là? François Mitterrand avait été un expert en la matière. Oui, mais instinctivement, non? Non, François Mitterrand avait Jacques Séguéla et des gens autour de lui qui lui avaient même fait limer les dents, etc. Donc, et Mitterrand, il aimait la télé, il aimait la caméra. Contrairement à Chirac, qui a mis effectivement, comme on le disait, a mis des années à l'apprivoiser. Parce qu'au départ, il se méfiait. Ce que Philippe Labro disait tout à l'heure, il se méfiait des journalistes. Oui. Et puis en plus, Chirac avait une espèce d'agressivité permanente au départ. Et dès qu'il était voyait, impliqué, c'est sûr. Absolument. Et quand il était face à une caméra, la caméra ou l'appareil photo, l'objectif, c'était des agressions pour lui, parce qu'il savait qu'il n'était pas bon. Ouais. Donc il essayait certainement très souvent de ne pas faire trop de médias. Au début, ça ne lui a pas porté bonheur. J'ai pas dit non plus qu'il se prenait pour un Macron. Hein, ça, 0826 300 300, dites-nous ce que vous retenez de Jacques Chirac. 0826 300 300, on a Daniel en ligne avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, je vais faire du en même temps. Ouais. En même temps, je vais saluer l'homme, m'incliner devant l'homme, penser pour sa famille, évidemment, pour ses proches, pour les gens qui l'ont aimé. Bon, je mets un point, et puis après, on va regarder l'homme politique, qui avait comme seconde nature la trahison. Entre ses engagements de jeunesse, le Parti communiste peut peut-être lui en vouloir d'avoir tourné sa veste, mais les Français peuvent lui en vouloir de les avoir embarqués. Et là, je reprendrai le mot de M. Mignon, je crois, qui parlait d'insincérité. Alors effectivement, je pense qu'il a tout le temps été insincère, puisqu'entre l'appel de Cochin et puis le fait qu'il ait demandé à ses troupes de voter le traité de Maastricht, la trouille d'affronter Le Pen au deuxième tour de l'élection, pour quelle raison, je n'en sais rien. Tout ça fait que l'homme politique, moi en tant que Français, encore une fois je m'incline devant la mort de l'homme, en tant que Français je lui dis vraiment pas merci. Et son en même temps nous a entraînés vraiment dans le chaos. Bon, il n'est pas le seul, hein, Sarkozy, comment s'appelle-t-il, Hollande et Macron poursuivent l'œuvre de déliquescence de la France et du peuple français. Voilà. Moi, je suis pas d'accord sur ce que dit l'auditeur, notamment sur le deuxième tour de la présidentielle. En revanche, là, je trouve qu'il a raison, c'est que en même temps chiracien, c'est un petit peu ce que disait Michel Rocard de Jacques Chirac. Michel Rocard qui a très bien connu Jacques Chirac et qui l'estimait beaucoup, mais qui disait aussi qu'il manquait un peu de colonne vertébrale sur certains sujets. C'est le terme qu'il employait. Et notamment, si vous prenez l'Europe, Jacques Chirac, comme sa vie politique, elle est quand même assez saisissante sur l'Europe. Il y a le discours de Cochin qui est un discours mais anti-européen, quand même assez viscéral, extrêmement violent en 1979, si je me trompe, à l'occasion des élections européennes qu'il a d'ailleurs perdu contre Simone Veil à l'époque. Et évidemment, le Chirac pro-européen qu'il est devenu une fois au pouvoir, qui a fait voter, enfin qui a aidé au vote de Maastricht, et qui n'a pas été capable de faire passer le traité constitutionnel en 2005. C'est quand même aussi l'échec de Jacques Chirac, comme celui d'ailleurs de Fabius, qui a trahi tous les pro-européens. Mais voilà, donc Chirac, il est quand même passé, pas d'un extrême, mais presque à l'autre. Et c'est quelque part parmi les éléments de sa personnalité. Il manque de constance sur certains grands sujets. On continue à parler de Jacques Chirac. 0826 300 300. Que retiendrez-vous de Jacques Chirac? 0826 300 300. À tout de suite. On est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Avec
avec vous sur Sud Radio. Nous parlons de Jacques Chirac. C'est important. C'est un homme qui a marqué la vie politique française. Il a eu des succès, des échecs. Il a été, sur certains points, on a évoqué plutôt bien, sur d'autres moins bien. On rappelle qu'il a été à un moment totalement détesté par les Français. Mais ça nous semble une bonne chose que de lui rendre hommage. On parlera de Rouen aussi, de ce qui se passe à Rouen. Et non, ce n'est pas un truc de journaliste pour garder les auditeurs. Pierre, on va en parler, mais on passe quand même un petit peu de temps pour parler de Jacques Chirac. Vous vouliez je voulais revenir sur ce que Nicolas Corato a dit, que Jacques Chirac était le dernier des gaullistes. Patrick Mignon. Ouais. Ah oui, je savais que vous alliez y revenir. Je vous rappelle que j'ai démissionné de Debout la France. Ouais. Je suis plus vice-président. Au début du mois. Non, je me suis penché sur ce qui est écrit sur Jacques Chirac, et j'ai appris et j'ai vu que, en fait, autant Yves Guéna que Chaban-Delmas mettaient en doute sa sincérité gaulliste. Et notamment, ils ont eu des phrases très très dures à son égard quand il était tout jeune dans le parti. Et voilà, et son opposition, vous y faisiez référence, Patricia, avec Philippe Séguin et tout, ça pose une question. Il a quand même fait battre Jacques Chaban-Delmas pour son propre truc, et il a été le premier ministre d'un des plus mauvais présidents de la République. J'ai nommé Valéry Giscard d'Estaing, je crois qu'il le dispute à François Hollande. Il a été son premier ministre, et ils ont fait des choses qui étaient quand même pas géniales et qui sont aujourd'hui très problématiques. Je pense au regroupement familial dont on parle Giscard. Partout. C'est Giscard, mais c'est Chirac. Oui, mais il est son premier ministre. Non, mais c'est une initiative de Giscard. Pour répondre à ce que vous dites sur le côté gaulliste de Chirac, Chirac était beaucoup plus pompidolien que gaulliste, pour une raison, la guerre d'Algérie. Il avait fait la guerre d'Algérie, et lui s'était insurgé en petit comité, il le disait, par rapport à De Gaulle qui avait, à ses yeux, trahi une partie des Français, qui étaient les pieds noirs, qui avaient voté pour lui, et le fameux « je vous ai compris ». Donc il était plus proche de Pompidou que de Gaulle. Et c'était pas un grand gaulliste, Chirac. Il était dans la tradition. Et il ne le prétendait pas particulièrement. Absolument. Macron parle beaucoup plus de Gaulle que Chirac qu'on parlait. Et Chirac avait une passion pour Georges Pompidou. C'était son père. Et moi, j'ai toujours été sceptique quand on disait que le RPR était le parti gaulliste. Pas du tout. C'était pas du tout le parti gaulliste, c'était le parti de Chirac. C'était le parti par Chirac, avec les pro-Chirac. Sur le plan. Et je pense même que Chirac, c'est peut-être le premier président de la République qui, quelque part, se détache de Gaulle. De l'ère de De Gaulle. Je suis d'accord. Mais il construit sa propre histoire, son propre agenda. Michel, en termes d'image, oui. Voilà. Après, il y a aussi une pratique des institutions et une pratique, notamment dans sa politique, qui fait référence à De Gaulle. Je veux Mitterrand était beaucoup plus gaullien que mais bien sûr, que bien Chirac, entendu, mais il y avait une raison pour cela. Mais quand même, le retour des essais nucléaires, c'est un sujet où il reprend la dissuasion. C'est le dernier et c'est le seul à l'avoir fait. La pratique, y compris en Europe. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Oui, le traité de Maastricht, c'est un vrai tournant dans l'histoire de la droite française, et il y participe. Et moi, je trouve que c'est plutôt à mettre à son actif. C'est là où on va avoir une divergence. Mais en tout cas, il y a un vrai tournant, et c'est lui qui est à l'origine de ce tournant, et il l'assume. Et il l'assume complètement. Ensuite, sa pratique des relations entre la France et l'Union européenne est très gaulienne. C'est-à-dire que quand il va dans les sommets, la manière dont la France se présente dans le multilatéralisme européen, c'est une vision très gaulienne de l'Union européenne. Ça n'empêche pas qu'il ait épousé des thèses gauliennes et qu'il ait adhéré à une partie de la pensée du général de Gaulle. Mais fondamentalement, il n'était pas gaulliste, il était pompidolien. Et ça, il faut le rappeler, on l'a peu dit, je trouve. On a un auditeur qui nous dit les médias et le bal des faux culs. Depuis hier, vous nous rabattez les oreilles avec Chirac. Comprenez-vous qu'on puisse ne pas aimer Chirac? Si je me souviens bien, vous n'en aviez pas fait le quart pour Mitterrand, qui avec De Gaulle était le plus grand président de la 5e. Si, il y a eu des hommages, il y a eu beaucoup d'hommages. Et d'ailleurs, le plus grand discours que Jacques Chirac ait commis, c'est son discours d'hommage à la mort lorsqu'il annonce aux Français la mort de François Mitterrand. Et il a la gorge nouée. Et il aimait sincèrement Mitterrand. Emmanuel Macron, hier soir, a fait je trouve un très bon discours aussi sur Jacques Chirac, mais celui de Chirac sur Mitterrand
est vraiment son Mais plus grand vous savez discours. pourquoi ? Parce que Chirac avait une histoire commune, une histoire politique commune avec Mitterrand. Emmanuel Macron n'a pas d'histoire commune avec Jacques Chirac. Ils se sont pas croisés particulièrement. C'est pas sa génération, donc c'est normal. On prendra tout à l'heure Fred en ligne, qui est en ligne avec nous. On marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, avec Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, et Patricia Balm, présidente fondatrice de PBcom International. Et vous êtes également communicante. Quelques appels. On a Muriel en ligne avec nous. Bonjour Muriel. Oh, bonjour Valérie, ça me fait plaisir d'être avec vous à l'antenne. Bien, ravi de vous avoir en ligne et de vous entendre sur l'antenne de Sud Radio. Qu'est-ce que vous allez retenir de Jacques Chirac ? Mais écoutez, moi je suis en plein dedans parce que j'ai 72 ans, donc je l'ai connu. Et alors, certes, c'était pas un président parfait, mais ça a été quand même quelqu'un qui a aimé énormément les Français, chose que nous n'avons plus au jour d'aujourd'hui. On nous méprise, on nous regarde de haut, on est le petit peuple, quoi. Alors que lui était vraiment très très proche des Français. C'est ça que je retiendrai. Et surtout, cette liberté que nous n'avons plus, on vit dans un monde aseptisé. Dès qu'on fait quelque chose, c'est des anti-tout, on a des associations sur le dos, etc. Moi, j'ai vécu de belles années et je crains fort que mes petits-enfants ne connaîtront pas ce qu'on a vécu. Voilà. Bon, et donc vous regrettez cette période ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci de nous avoir appelés, Muriel, pour témoigner. On a Fred en ligne. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Écoutez, moi, si vous voulez, cet homme-là, bon, je veux pas payer à son âme, hein, c'est pas ça. Pour moi, c'est un fait divers comme un autre. Je dirais simplement, vous savez, bon, c'est pareil, hein, j'ai bientôt 70 ans. Je l'ai vu évoluer depuis mai 68, quand monsieur était secrétaire d'État, qui allait négocier les accords de Grenelle avec son pistolet dans la poche, comme il disait. La trahison qu'il a fait auprès de Chaban qui avait quand même de son parti un projet de nouvelle société qui était pas si mal. Il a encore trahi Charbon pour passer chez Giscard et ensuite trahir Giscard. En fait, il n'a fait que ça. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez insignifiant. C'est un politicard. Bon, c'est un homme qui sait jouer avec la politique, qui savait jouer bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut garder de lui ? Garder de lui, le ministère de l'Agriculture. Bon, la FNSEA qui peut le remercier de tous les cadeaux et de tous les chèques en tout genre. Le salon de l'agriculture, quand même bien. Et puis, on aimait bien parce c'était un mangeur de tête de veau. Et puis, alors, il paraît que c'est pas vrai. Hein. Vous avez entendu l'ancien chef de l'Élysée qui disait que c'était une forme de légende, même que la Corona, c'était aussi plus ou moins de la pub. Puis un petit air trousseur de bergère comme ça. Alors ça plaît à la France, ça plaît à la France. Mais bon, pour moi, vous savez, c'est quelqu'un. Trousseur de bergère, oui, c'est. Mais pour moi, bon, peu importe, paix à son âme, si vous voulez, mais qu'on arrête d'encenser, non. Je pense qu'il a son pendant avec Hollande, vous voyez, bon. Mais bon, il s'est toujours défaussé quand il s'agit de gérer. Sous Giscard, faut quand même être honnête, c'est Monsieur Barre, qui a géré quand même toute la période inflationniste des années 70, pendant que lui avait constitué la mairie de Paris avec son ami Juppé et faisait ses grandes turpitudes. Mais, si vous voulez, il n'a jamais géré, en fin de compte, hein. Ensuite, il a dissous l'Assemblée en 98, était tranquille, c'est Jospin qui s'est tapé tout le boulot alors qu'il faisait le tour du monde. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez insipide. Voilà. Bon, vous ne retiendrez pas grand-chose de lui, Michel Taube. Mais c'est vrai que son bilan de combien d'années 40 ans de vie politique. Oui, mais 12 ans chef de l'État, il n'est pas considérable. Et effectivement, il a aussi été extrêmement impopulaire, on l'a oublié. Il a eu des affaires, il a été condamné quand même lourdement par la justice et d'autres ont payé. Et d'autres ont payé. Financement illégal de campagne. Et d'autres ont payé pour lui, notamment Alain Juppé. C'est un ami qui me disait c'était un peu un Arsène Lupin de la politique parce que il avait à la fois beaucoup de cœur, on l'aimait beaucoup, on lui pardonnait beaucoup, mais en même temps, voilà, il a fait de l'hôtel de ville son précaré par lequel il a financé de façon illégale un peu toute sa carrière, une bonne partie de sa carrière politique. Et voilà, mais on l'aimait bien. On a oublié que c'était un énarque parce qu'il avait tellement d'empathie pour les gens qu'on a oublié que c'était un énarque. Etc. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'homme. On parle beaucoup de l'homme. Voilà. Plus que le dirigeant qui, encore une fois, n'a pas changé énormément de choses. Alors qu'on évoque un petit peu toujours les mêmes choses. Valéry Giscard d'Estaing a peut-être été beaucoup plus réformiste pour la France.
dans les années 70 et VGE, on l'aime beaucoup moins aujourd'hui que peut-être on se souvient de Jacques Chirac. On peut se souvenir de Nicolas Sarkozy qui parlait des rois fainéants en visant Jacques Chirac, qui parlait d'un quinquennat pour rien, parce qu'il faut reconnaître quand même que le quinquennat, le deuxième mandat de Jacques Chirac est effectivement assez faible politiquement, même s'il y a des grandes réalisations. Mais c'est pas du tout ce qu'on attendait après le 11 avril 2002, où on attendait... Je pense que là, il y a... 21 avril. Pardon, le 21, excusez-moi. Il loupe une marche. Mais là, il y a un Chirac fatigué. Oui, il y a quelque chose qui s'est cassé pour le deuxième quinquennat dans l'homme et dans l'homme politique. Oui. Et on peut dire avec le recul qu'effectivement, il ne prend pas toute la mesure de ce qui s'est passé en 2002 et qu'il n'en prend pas aussi l'opportunité, y compris d'ouvrir plus largement qu'à l'UMP les portes du pouvoir. À un moment donné, il est déconnecté. Il est déconnecté des vrais sujets. Souvenez-vous de cette émission avec les jeunes. Je crois que c'était Patrick Poivre d'Arvor. Et à un moment, on voit un Chirac perdu qui dit « Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas. » Et là, on sent qu'il est déconnecté. Il a une période... Field, je crois. C'était Field. Ouais, c'était Michel Field. Pardon. Et effectivement... Il regardait bien d'ailleurs sur la longueur de son petit bouquin qu'il a dit, dans lequel Chirac lui avait dit, il n'y avait pas que des images, mais c'est pas trop long pour vous. Et il commence une période de dépression où il ne sort plus beaucoup. Il est en jogging à l'Élysée, il boit de la bière, et c'est une vraie dépression qui commence. Ouais. Alors, il a eu aussi une chose formidable après, qu'il faut pas oublier, c'est la création de cette fondation. Et cette fondation avait vraiment du sens, avec des vrais projets, et il s'y est consacré. Donc il avait quelque chose d'assez humain et de généreux, parce que c'était un homme très généreux. Oui, très généreux. Moi, c'est vrai, je suis d'accord. Il a une proximité avec les gens, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils l'aimaient bien. Mais je reviens sur la com. Le coup de la pomme, c'était un coup génial. Après, il a montré une véritable empathie pour l'agriculture et tout, et ça, je le lui crédite. Oui, mais je lui crédite. Il a un tropisme provincial, alors qu'il était énarque parisien, etc. Je suis d'accord. Mais la fracture sociale, qui a été aussi un des grands thèmes d'élection, il a certainement essayé de la réduire, mais je ne l'ai pas vu qu'elle soit réduite. Donc, je suis désolé, il n'y a vraiment pas que du positif dedans. Oui. Alors, par contre, je mets quand même à son crédit des choses tout à fait essentielles pour moi, notamment sa prise de position dans la guerre numéro 2 de l'Irak. Oui. Et j'ai entendu ce matin, je crois que c'est Philippe Lavrault qui le disait, que si on doit retenir quelque chose de la totalité, c'est ça, parce que effectivement, moi j'étais pilote à ce moment-là, et je peux vous dire que sur les ondes, quand on allait aux États-Unis, sur les ondes aéronautiques, j'entends, les noms d'oiseaux, quand on s'annonçait sur la fréquence volait, et il y avait des codes comme ça, parce que les Américains nous traitaient chicken, poule mouillée, etc. Donc voilà, typiquement, il a eu le courage, là, pour le coup, de le faire. Mais, à l'envers, et c'est un de mes dadas, Valérie, vous le savez, je suis totalement opposé au quinquennat, qui a perverti totalement la constitution de la 5e, d'autant plus que Jospin a rajouté sa couche derrière, en mettant les législatives derrière la présidentielle. Les deux. Parce qu'un quinquennat, il faut le dire. C'est pas tellement le quinquennat, c'est surtout Jospin, et j'ai revu justement pour l'émission, Chirac qui était contre l'inversion du quinquennat. C'est Jospin, effectivement. Oui, mais le fait de choisir, si on avait choisi les députés avant le président de la République, ça changeait complètement. Bien sûr. Ça fausse le principe de la du général de Gaulle. Et ça a évité d'avoir des cohabitations. L'idée de Michel Debré et autres, c'était qu'il n'y avait d'élections conjointes que tous les 35 ans, si rien n'était fait, s'il n'y avait pas de dissolution de l'Assemblée. Donc très sincèrement, les 7 ans du président au-dessus de la mêlée, qui est le président vraiment de tous les Français et non pas le président d'un camp, comme on le voit aujourd'hui ou comme on l'a vu par le passé, c'était quand même nettement plus intelligent. C'est une erreur colossale. Ce qui me fait dire aussi qu'il n'était pas du tout gaulliste, parce que là, pour le coup, c'est vraiment marquer une différence par rapport à un fondement essentiel du gaullisme, qui est cette constitution de la 5e République de Michel Debré. On a Michel en ligne qui voulait réagir. Bonjour Michel. Oui, bonjour. On vous écoute. Eh bien, moi, je trouve que je suis heureux parce que, enfin, j'entends une radio où on peut dire autre chose que du bien, de l'admiration, et je ne sais quoi encore sur ce personnage sympathique. Moi, je trouve qu'il a trahi beaucoup de choses. Et il nous a trahis lorsque on a voté pour lui. Moi, de gauche, j'ai voté pour lui au deuxième tour contre Le Pen. Il n'en a absolument pas tenu compte de notre vote, de notre participation. Et je trouve que le bilan, finalement, c'est un bilan très gris. Très gris.
Ceci dit, j'apprécie beaucoup votre émission, que les gens se parlent, s'écoutent. Et non, mais je suis d'accord. J'ai l'impression que je respire par rapport aux autres radios et télévisions. C'est gentil, mais je ressens un petit peu la même chose que vous. Moi, j'écoute un petit peu tout, et si je suis très sincère, je trouve que l'hommage un petit peu unanime, je pense que les journalistes se font très plaisir en racontant leurs souvenirs. Je suis pas persuadée que tout le monde le partage. Je pense qu'il y a un temps pour l'émotion, effectivement, mais de dire les choses comme elles sont, de dire ce qui est bien. Même Philippe Labro le disait ce matin, il y a eu des choses bien, des choses moins bien, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses très unanimes et que c'est important de donner la parole à tout le monde. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on va parler de ce qui se passe à Rouen avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. On va parler de cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'usine Lubrizol de Rouen. C'est un site classé Seveso. Le feu est désormais éteint. Il y a énormément de suie, de fumée. Le feu donc est bien éteint, mais les écoles, les crèches, les collèges resteront fermés aujourd'hui. Il est recommandé aux personnes fragiles de ne pas sortir. Et en même temps, le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'y avait pas de produits radioactifs, que c'était une usine d'hydrocarbures, donc d'où l'odeur désagréable. Beaucoup de questions autour de cet incendie. Pas de produits hydroactifs ne veut pas dire pas de produits toxiques. Radioactifs. Oui, mais justement, c'est peut-être pas radioactif, mais c'est peut-être toxique pour les poumons ou autres. Donc je trouve que là, le ministre de l'Intérieur a manqué un peu de prudence sur le sujet. C'est-à-dire que, en plus après Notre-Dame où on a vu la l'histoire de l'amiante, au plomb, etc. Mais là, dire tout de suite... Moi, ce que je vais encore tirer une balle dans le pied des journalistes, mais si ça s'était passé à Paris... je pense qu'il y aurait eu une couverture différente. Le fait que ce soit... c'est le mort kilomètre. Il y a moins de couverture parce que c'est Rouen. Ça fait des années qu'on n'a pas confiné une population aussi importante que celle de Rouen et de sa banlieue. Il faut voir ce que vivent les gens là-bas, à qui on a dit « vous ne sortez plus de chez vous ». Entendre ensuite un ministre de l'Intérieur leur dire, d'une certaine manière, circuler, il n'y a rien à voir, sauf qu'ils ne peuvent pas circuler, on leur a dit de ne pas circuler. Donc il y a un moment où dans ces cas-là, soit les ministres se taisent et laissent faire les préfets et les spécialistes qui ne doivent communiquer que ce qui est communicable. Et à ce moment-là, les ministres refusent d'aller devant les caméras et se taisent et s'imposent le silence. Parce qu'on est sur des sujets extrêmement graves. On ne sait pas aujourd'hui quel est l'impact de cet incendie. Moi, je suis incapable d'en parler. Personne ne sait, mais surtout les habitants ne le savent pas. Et quand on donne ces informations-là, on le sait, c'est un principe de com, on en donne le moins possible pour éviter les interprétations. De précaution, on appellerait plutôt à la prudence. On appellerait à la prudence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut revenir comme un boomerang. L'excès de parole ministérielle, à mon avis, nuit considérablement à la gestion de cette crise. En entendant Castaner, j'ai l'impression de revenir 35 ans en arrière, lorsqu'il y avait eu Tchernobyl. Je suis alsacien, on était en Alsace. Les médias français et le ministre, je crois que c'était Alain Madelin à l'époque, disaient tout va bien, il n'y a aucun danger. Côté allemand, il y avait des appels à la prudence. Et 2 semaines après, on a vu les dégâts dans les Vosges où il y a à Seveso, c'est un site Seveso. Donc c'est quand même un site dangereux. Donc, de toute façon, il doit y avoir des enquêtes qui sont menées. Et en plus, de nos jours, il y a des moyens d'enquête beaucoup plus poussée, donc la probabilité effectivement qui est quand même un certain danger, elle est quand même assez grande. Oui, mais attention avec les sites Seveso. Les sites Seveso, Michel, c'est classé de manière à ce qu'il y ait des moyens mis à côté de ces sites et qu'il y ait des plans prévu, Seveso 1, Seveso 2, c'est deux graduations. C'est un peu comme les fiches S, si vous voulez. C'est-à-dire que oui, c'est une usine Seveso parce que on considère qu'il n'y a pas de produits radioactifs à l'intérieur. Il n'y a pas de particularité. C'est pas non plus. Voilà. Moi, je pense, ça montre surtout le défaut de confiance qu'on a dans ce pays. Ça montre que M. Castaner, comme vous l'avez dit, aurait dû se taire les autres fois quand il a parlé, parce qu'aujourd'hui, il serait peut-être un peu plus écouté. Et ça montre surtout ce que vous avez dit, Valérie, c'est-à-dire ce principe de précaution. Avec le juridisme ambiant, on se retrouve à ne plus rien pouvoir faire parce que l'État va tout de suite sortir tous les parapluies. Mais dès que vous aurez une grosse fumée quelque part, il y a quelques années, l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures à Saint-Ouen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était énorme à côté de la Tour Nobel, là. Eh bien, je peux vous dire que il n'y a pas eu de confinement dans les gens, dans la population, et pour autant, c'était certainement un site Seveso et c'était certainement avec des retombées. J'ajouterais un bémol. C'est pas pour défendre Castaner, mais il faut reconnaître que le préfet a annoncé lui-même que ce n'était pas polluant et dangereux. Oui, c'est le préfet qui a dit vous pouvez travailler et vivre normalement. Donc c'est le Castaner
a réagi tout de suite. À mon avis, Castaner aurait dû attendre pour réagir sur le sujet. Mais le premier a été le préfet qui a annoncé que ce n'était pas toxique et dangereux. Oui, compliqué pour l'instant, en tout cas, de savoir exactement de quoi il en retourne. Oui, on décrit des suies, on décrit des oiseaux morts. Forcément, vous avez de l'essence, un dépôt d'hydrocarbures important qui brûle avec des huiles, fumée noire. Oui, il y a des dépôts. En disant que pour les poumons, c'est une catastrophe. Très toxique. On peut comprendre aussi peut-être la colère de certains habitants concernés à Rouen ou d'autres Français. Parce que c'est vrai que je trouve que le traitement médiatique, alors bon, il y a une actualité politique très forte, mais souvenons-nous de Notre-Dame où il n'y a pas de vie humaine en jeu, même s'il y a un patrimoine considérable. Je veux dire, ça a tourné en boucle pendant 48 heures sur Notre-Dame. On a oublié la pollution sur les habitants, ce qui était quand même très intéressant. Là, aujourd'hui, mais il y a des vies qui sont peut-être en jeu. En tout cas, à ce jour, on ne sait pas le dire. Il y a des gens qui ont besoin d'une information constante, pour le coup utile, et d'une information publique. Et aujourd'hui, c'est vrai que... L'actualité. C'est l'actualité. C'est la théorie du mort au kilomètre. C'est-à-dire... Non, mais je pense que depuis Notre-Dame... Je me souviens très bien de l'épisode Notre-Dame, personne ne parlait de pollution au plomb. Parce que personne n'imaginait que ce plomb était vaporisé et allait se redéposer. C'est tout, maintenant on le sait, et on va étendre ça à tous les produits qui vont brûler et se vaporiser dans la chaleur de l'incendie. C'est toute une ville qui aujourd'hui est concernée. Et voilà. Un quartier de Paris, c'est toute une ville. Mais comme le disait, parce que vous nous parlez de Tchernobyl, vous pensez qu'il n'y a qu'un quartier de Paris qui a été concerné par la pollution plomb? En tous les cas, ils ont pris des mesures. Michel, on en reparlera dans quelques années de ce sujet. Ça, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, ils ont pris des mesures partielles, très partielles, le report de l'ouverture de certaines écoles. Mais c'est vrai qu'à Rouen, l'étendue et la population concernée est considérable. Bien sûr, et donc je serais très étonné qu'il n'y ait pas des révélations dans les jours ou les semaines qui viennent sur des problèmes sanitaires, de respiration. Dans tous ces plans, vous oubliez un paramètre fondamental qui est la météo, c'est-à-dire force et direction du vent. Tchernobyl, comme Fukushima d'ailleurs. Coup de bol pour Fukushima, c'est parti vers la mer, vers l'océan, vers le Pacifique. Sinon, je peux vous dire que si ça avait été dans l'autre sens, exactement, que ça allait sur l'agglomération de Tokyo et un peu plus au sud, ça, on en aurait parlé différemment. Et Tchernobyl, je me souviens très bien, ma femme était enceinte de notre premier fils, le professeur Pellerin vient dans l'émission de Jean-Claude Bourret annoncer qu'il n'y a aucun problème, professeur qui était responsable du service de protection contre les rayonnements ionisants, le fameux SCPRI, qui affirme à la France entière que le nuage s'arrête à la frontière. Ça fait rire tout le monde, quoi, je veux dire. C'est lamentable. Mais Fukushima, vent ou pas vent, il y avait 15 jours après, ou un mois après, Angela Merkel décide de fermer, d'arrêter le nucléaire en Allemagne, pendant qu'en France, on a du mal à fermer une centrale nucléaire. D'ailleurs, grâce à cette décision, on a les fumées allemandes. Ne prennent pas la réalité, c'est qu'ils ne prennent pas les mesures. Après, il y a beaucoup de questions. Il y avait déjà eu un incident dans cette usine, donc ça pose aussi la question de la sécurité des sites classés Seveso. Et puis ça rappelle aux Français, notamment à tous ces gens qui habitent dans la vallée de la Seine, que la vallée de la Seine est une région extraordinairement industrielle, avec beaucoup de sites qu'on a construit parce qu'ils avaient besoin de refroidissement ou de voies d'accès ou de voies navigables, qu'on a construit au bord de la Seine. Et ça pose aussi une question, je trouve, politique, qui est, on a oublié, en France, qu'on vivait aussi avec des industries à nos côtés. Et aujourd'hui, je pense que la population n'est plus à même de cohabiter. En tout cas, avec des zones industrielles à ses côtés. Pourtant, on a besoin d'électricité, on a besoin de fournitures, on a besoin de production, mais on oublie l'industrie et d'une certaine manière, on voudrait bien que l'industrie soit chez les autres et plus chez soi. Et malheureusement, elle est là, elle est présente au cœur de nos villes et c'est ce que nous montre Rouen. Alors, pour être tout à fait précis, donc le ministre de l'Intérieur a bien expliqué que le produit dangereux avait été préservé, que les cuves n'avaient pas été percées, que ça avait été déplacé et qu'il y a un médecin également qui dit qu'il y a des études, des examens qui ont été faits et qu'il n'y a pas de caractère toxique dans les fumées. Voilà, donc ils prennent quand même des risques en disant des choses comme celle-là. Oui, c'est parce qu'on dit certains médecins depuis ce matin. Évidemment, bien sûr que ces fumées sont toxiques, les habitants le risque de suraccident est maîtrisé, dit le colonel Jean-Yves Lagal, responsable des pompiers de Seine-Maritime. Il fait référence à une explosion au sein de l'usine supplémentaire. Il dit il ne faut pas rester sous le vent des fumées, la toxicité n'est pas aiguë, mais ces fumées sont toxiques comme toute pollution, le risque existe, mais il y a une dilution dans l'atmosphère, on le contrôle. Donc c'est formidable, il contrôle la pollution qui se dilue dans l'atmosphère.
annonceurs. Effectivement, Christophe Castaner a dit que les produits les plus dangereux, notamment le pentasulfure, très toxique, ont été déplacés. Il n'y a pas de dangerosité particulière, même si, alors ça c'est toute la phrase, si l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. Circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est pas indécent de dire que, effectivement, l'annonce de la mort de Jacques Chirac a aussi considérablement détourné l'attention. Ça aurait été l'information numéro 1, c'est peut-être pas Paris, mais c'est quand même les journalistes en auraient parlé pendant 48 heures. Voilà, donc il y a aussi une opposition de faits d'actualité, mais certainement que dans les semaines qui viennent, on en reparlera, parce que c'est pas possible autrement que il va y avoir des témoignages de médecins qui vont expliquer que ils ont un nombre incroyable de visites de parents, d'enfants qui ont du mal à respirer. Ça ne peut pas ne pas avoir. Pour l'instant, il y a une dizaine de personnes. Le SAMU parle d'une dizaine de personnes qui ont appelé pour exprimer des gènes. Mais dans les incendies de forêt, les gens qui sont pris dans des maisons avec des feux, pour le coup, il n'y a pas d'hydrocarbures, juste du bois qui brûle, et c'est des fumées blanches, et donc les dépôts sont plus légers, etc. Et malgré tout, il y a les personnes incommodées, les asthmatiques, les personnes âgées, les enfants, tout le monde, dès qu'il y a un incendie. Enfin, je sais pas, c'est... Donc c'est quoi? Faites jamais tourner votre voiture dans votre garage porte fermée. Non, ça c'est sûr. Là, c'est le même principe, quoi. Et je réitère, il fallait être prudent sur cette communication immédiate, parce que c'est toujours le problème de l'immédiateté de la communication et de la réaction. On est toujours obligé de réagir tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques, ministres ou non, se précipitent pour réagir. Pour les accidents aériens. Parce qu'il y a l'émotion du peuple, parce qu'il y a l'émotion de qu'il faut rassurer, non, mais on rassure pas. On attend, on prend du recul. Valérie, c'est totalement hors sujet, mais comme on n'a pas eu nos petits coups de cœur et nos petits coups de gueule, pour une fois que j'avais un coup de cœur, moi. Ah bon, vous faites l'émission. Demain, il y a un autre. Mais demain, il y a un autre événement. Il y a la convention de la droite qui se tient à Paris. Et moi, je voulais en parler. C'est petit événement pour vous, mais moi, je voulais simplement le dire. C'est qui, c'est la convention de la droite? Écoutez, on verra. Celle du fond. Oui, c'est ça. Je vois que je fais encore une fois l'unanimité. Celle du très fond. Vous passez de Debout la France à la convention de la droite, c'est ça? Je n'en sais rien. Je ne suis pas convention de la droite. J'y vais en tant que spectateur. Aucune idée. Si vous avez une idée. Qui vous invite? Votre confrère, je crois. Qui vous a invité? Personne ne m'a invité. Ah bon, mais vous y allez. Non, mais j'y vais en tant que spectateur, cher monsieur. Et qui vend les billets? Quel est l'événement et qui est le leader de l'événement? Alors, j'ai pris mes billets sur Internet et je vais voir des gens débattre, notamment Éric Zemmour, notamment, je pense, Marion Maréchal Le Pen, Yvan Rioufol, des journalistes. Je vais voir peut-être Marion Maréchal Le Pen, je ne sais pas si elle y est. D'accord, mais il n'y a pas un leader charismatique au-dessus de tout ça. À ma connaissance, non. Mais si vous voulez, votre réaction me fait... Et il y aura un hommage à Jacques Chirac ou pas pendant cette convention? Je ne suis pas dans l'organisation, j'y suis en tant que spectateur. qui a organisé cette convention de la droite au départ? Non. C'est pas celle qu'il avait annoncé. J'en sais rien. Je pense pas. Wauquiez a démissionné. Donc ça s'appelle comment l'événement? La convention de la droite. Et ça se tient à Paris, à la Palmeraie, qui est une salle, voilà. Et simplement, je pense qu'il y a aujourd'hui des choses aussi intéressantes. Tout ne doit pas être noyé. Et il y a peut-être un renouveau à attendre. Les Républicains ont une élection. Vous reviendrez nous en parler. Vous viendrez nous raconter. En tout cas. Encore une fois, je précise que je me suis inscrit de manière payante et que je n'y suis pas invité et je n'interviens pas. Et donc vous ne faites pas de la pub. Vous savez de la pub pour personne. Bon, c'est bien. Vous avez un petit coup de cœur, Patricia, non? Un truc à dire? Non, bon. On se retrouve lundi. Très bon week-end. Dans un instant, vous serez avec André Berkoff. Bonne journée sur Sud Radio.